On commence? On commence, Tout le monde est là? excusez-moi. Ouais. Formidable, merci beaucoup d'être venu à l'Alimentarium aujourd'hui. Nous avons placé ce 1er août sous le sigle du patrimoine culinaire suisse. Et notre invitée aujourd'hui, Tania Brasseur, va vous plonger dans un univers très frais, très rafraîchissant. On part à l'alpage. L'animation qu'on va vous présenter dure une petite demi-heure et elle sera ponctuée d'une délicieuse dégustation à ne pas manquer. Et voyez ma belle glace au chocolat que je rapproche de ma bouche pour vous parler. C'est parce qu'en fait, l'animation est enregistrée et ensuite elle est diffusée sur notre chaîne YouTube. Comme ça, si jamais vous perdiez une miette des explications de Madame Brasseur, vous pouvez retourner sur notre site et tout retrouver. Et peut-être, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent et puis qui sont loin de l'alimentarium, mais qui arrivent à attraper ce 1er août avec nous. Et puis je vais faire un petit peu comme les rattrapeurs des balles à Roland-Garros. Je vais courir après vous quand vous aurez des questions avec le micro pour qu'on vous entende bien. Voilà, je vous laisse la parole, Madame Brasseur. À vous. Merci beaucoup. Je me présente peut-être en 2 mots. Donc, je m'appelle Tania Brasseur. Et comme je suis très gourmande, je me suis spécialisée dans la culture gastronomique et dans l'alimentation durable. Je suis aussi autrice, conférencière, consultante dans ces domaines-là. Et je travaille aussi pour le patrimoine culinaire suisse à titre de bénévole, et c'est à ce titre-là que je suis aujourd'hui invitée par vous pour vous parler de ça. Et j'ai écrit, je le dis tout de suite, comme ça après j'oublierai pas, des livres en rapport avec toujours la cuisine ou le patrimoine culinaire. Et puis ça, c'est le gros bouquin qui est sorti il y a 2 ans sur le patrimoine culinaire suisse. Donc, soit vous vous rebranchez si vous avez raté quelque chose, soit vous allez voir l'article CERAC aussi là-dedans, même si je rajoute des choses quand même. Il ne faut pas croire que je me suis juste contentée de reprendre l'article, mais vous trouverez peut-être même d'autres informations utiles. Et donc, je fais partie de ce comité du patrimoine culinaire. C'est une association qui a pour vocation de promouvoir l'inventaire du patrimoine culinaire. Je ne sais pas si vous connaissez cet inventaire ou si vous connaissez cette association. C'est en fait à la demande de la Confédération à la fin des années 2000. Il y a eu cette volonté de répertorier des produits qui sont propres au patrimoine culinaire suisse de manière scientifique en fait, pour les documenter. Pour en garder la trace, et des critères ont été fixés pour que les produits entrent ou pas dans cet inventaire. Et aujourd'hui, il y en a plus de 400. Vous pouvez les consulter sur Internet. Il y a des fiches, Patrimoine culinaire suisse. Alors, c'est une association qui effectivement fonctionne de manière bénévole, qui recherche toujours des soutiens pour justement actualiser ces fiches, les faire traduire, parce qu'il faut que ce soit fait en 3 langues, etc. Donc voilà, mais c'est un joli projet. C'est vrai qu'avec le patrimoine culinaire suisse, on a souvent l'impression que c'est ou le patrimoine culinaire en général, on a souvent l'impression que c'est quelque chose d'un peu poussiéreux. Mais en fait, c'est quelque chose de très vivant, c'est quelque chose qui est dans une dynamique perpétuelle, parce que les produits évoluent, que ça évolue de génération en génération, d'époque en époque. Et donc, c'est ce que j'aimerais essayer de vous montrer aujourd'hui avec un produit particulier qui est le CERAC, et encore en plus particulier le CERAC d'alpage, parce que nous en sommes en ce moment en pleine saison de ce produit. Alors, pour commencer, petite question. Qui parmi vous a déjà mangé du CERAC? Ah, vous ne savez pas? Non, peut-être. Peut-être sans le savoir. D'accord. Ok. Donc, pardon, j'ai pas vu comme j'ai vu une. Ah oui, quand même. Oui, bravo, parce qu'en général, enfin tout à l'heure, on a déjà fait ça, et il y avait, c'était plutôt les personnes un peu plus âgées qui levaient la main. Donc, chouette que tu connaisses déjà. Et qui parmi vous a déjà mangé du CERAC d'alpage?
le chiffre baisse. C'était où? Ah, non, c'est pas toujours d'alpage. Non, déjà, l'alpage, c'est déjà que pendant l'été, donc et que vous trouvez du sérac en grande surface, et il n'est pas d'alpage, celui-là. Non, non. Et qui parmi vous a déjà mangé du sérac fumé? Alors, si vous êtes bien sage, vous aurez droit de goûter à la fin, parce que moi j'étais à l'alpage hier justement, et j'ai rapporté du sérac frais et du sérac fumé que les cuisiniers de l'alimentarium ont eu la gentillesse de préparer. Donc voilà, puis ils ont même fait d'autres préparations qui, vous verrez, méritent le déplacement. Deux autres petites questions. Selon vous, c'est quoi la différence entre un fromage comme le gruyère, par exemple, et le sérac? C'est un fromage frais, oui, tout à fait. Alors que le gruyère est un fromage affiné. Ouais. Et puis le pourcentage d'eau, oui, c'est vrai que le pourcentage d'eau. Exactement, ouais. C'est vrai que le fromage frais, il est beaucoup plus, il contient beaucoup plus d'eau. D'ailleurs, quand je les ai apportés ce matin, ils avaient encore perdu de l'eau. Mais il y a encore une autre différence assez fondamentale. Pardon? Fromage à pâte dure et fromage à pâte molle, enfin, oui, alors effectivement, tout à fait. C'est exactement à pâte dure, à pâte molle. Mais c'est le reste du processus. Ah voilà, on s'approche, ouais, on s'approche. Vous avez la bonne réponse. Ouais, c'est pas fait avec la même matière première. C'est le reste du processus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le fromage comme le gruyère, ou un autre fromage frais comme un autre fromage frais que nous prenons, je ne sais pas moi, ne serait-ce que du fromage blanc, c'est fait avec du lait. Le sérac, c'est fait avec du petit lait. Donc, en fait, pour donner une définition, le sérac, c'est un fromage maigre qui est fabriqué à base de petit lait. Et ce petit lait, on l'obtient lors de la fabrication des fromages qu'on dit à pâte pressée cuite, comme le gruyère, l'emmental, le sbrinz, la raclette en Valais. Et c'est donc considéré en fait comme un sous-produit de la fabrication du fromage. Il a une texture assez friable, il est, comme vous disiez aussi, effectivement, il existe en différentes variantes. Vous avez des variantes salées, des variantes qui sont déjà parfumées aux herbes, vous avez des variantes fumées, vous allez avoir la chance de découvrir, et on le trouve en motte, qu'elle soit conique, cylindrique, en bloc. Parfois il est plus ou moins égoutté, donc plus ou moins ferme. Quand vous le trouvez en bloc, c'est assez pratique parce que vous pouvez le couper en tranches et le poêler. C'est aussi une façon de le manger. Est-ce que le mot sérac, ça évoque peut-être pour vous autre chose qu'un fromage? Personne... Ouais, allez. Alors le serré, on va en parler, ouais, tout à fait, ouais. Le serré, ouais. Ouais, tout à fait, ouais, effectivement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui appellent le sérac le serré. Et c'est un des noms, ça peut aussi s'appeler le séra ou le sérail. Mais quand on parle de serré, voilà, il ne faut pas confondre avec ce qu'on appelle le fromage blanc en Suisse ou le quark. Là, c'est du fromage blanc fait avec du lait. Mais par curiosité, moi j'ai tapé sérac sur un dictionnaire, pour voir la définition, et je ne suis pas tombée sur le fromage pour commencer. En fait, le mot sérac, ça désigne aussi un bloc de glace. Les séracs, vous savez, c'est quand il y a des fracturations dans les glaciers, ça forme des séracs. Moi, je pense que je connaissais ce mot-là en premier pour désigner le bloc de glace avant de désigner le fromage. Et alors, petite devinette, d'après vous, c'est le fromage qui a donné son nom au bloc de glace ou bien alors c'est le bloc de glace qui a donné son nom au fromage? Qui a donné son nom au fromage?
Hélas, non. Mais en même temps, vous avez raison, ça serait logique. Parce que quand vous parlez d'une bûche de chèvre ou d'un crottin de chèvre, c'est vraiment en général, le fromage a le nom de la forme de l'objet dont il s'inspire. Mais là, c'est l'inverse. Parce qu'en fait, le sérac, ça vient du latin vulgaire cera seum, et c'est un mot qui lui-même vient du latin classique serum, et ce mot serum ou sérum, ça veut dire petit lait, ou alors lactosérum comme on l'appelle aussi. Donc c'est vraiment de là que vient le nom. Alors, comment fabrique-t-on le sérac? Comme on l'a dit, quand on fait le fromage, comme le gruyère, l'emmental, il reste une grande quantité de petit lait, après avoir enlevé le caillé, une grande quantité de petit lait dans le chaudron, et ce petit lait, on le remet à chauffer à plus de 90 degrés, et on lui ajoute une solution acide, et ça provoque la coagulation des protéines, le caillage du petit lait, de l'albumine, pour savoir, cette protéine s'appelle l'albumine, et ces flocons d'albumine remontent à la surface, elles flottent, et puis là, elles sont récupérées à l'aide d'une passoire, et elles sont versées dans des moules percés. La pâte va s'égoutter, et le fromage va se raffermir, et dès le lendemain, le sérac, il est prêt à être consommé. Ce liquide de cuisson qui reste après avoir enlevé le sérac, donc on a fait le fromage, ensuite il reste le petit lait, on fait le sérac, et là il y a encore du liquide. Ce liquide-là de cuisson, il est appelé l'asie ou l'ésie. Et c'est ce liquide en fait que les fromagers vont laisser s'acidifier pour utiliser comme solution acide pour faire le sérac. On est un petit peu comme dans le pain au levain, vous savez, où on laisse fermenter les morceaux, enfin un mélange de pâtes. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin grosso modo, et ça sert aussi à rajouter dans le petit lait pour provoquer ce caillage. Et c'est aussi, alors dans la tradition, autrefois, ça s'utilisait aussi pour nettoyer tous les ustensiles en bois qui servaient à la fabrication du fromage, parce que comme il y a une flore bactérienne qui est propice à la fabrication du fromage, et bien ça protégeait en fait des autres bactéries, mais ça fait partie des choses qui, pour des mesures d'hygiène, ne sont plus autorisées aujourd'hui. Donc le reste, en fait, il va au cochon. Ça, on va en reparler. Donc, comme on le disait, la fabrication du sérac consiste à réchauffer ou à recuire le petit lait, et c'est ce qu'on appelle la recuite. Et en italien, on dit comment? Ricotta. Voilà. C'est-à-dire que le sérac, c'est effectivement un cousin de la ricotta italienne, si ce n'est que la ricotta, on ajoute du lait, voire de la crème pour le rendre plus onctueuse. Mais au départ, c'est les mêmes fromages, si vous voulez. Et pour ceux qui connaissent en France, vous avez la brousse, dans le sud de la France, de brebis, ou le brochou en Corse, c'est pareil. Finalement, cette fabrication, tous ces fromages à base de lactosérum sont issus de régions et aussi d'époques où rien ne se perdait. Donc on récupérait. Et c'est sans doute pour ça aussi que le sérac a cette réputation de fromage du pauvre. Parce que finalement, le fromage à pâte, le fromage gras, le fromage à pâte pressée, le gruyère, l'emmental, ça c'était le produit noble. Et pour ça, la Suisse s'est fait connaître très tôt, en fait, pour cette production de fromage, notamment le gruyère, mais aussi le sbrinz. Au XVIIIe siècle, en fait, elle exportait déjà ces fromages vers les grandes villes du monde entier, donc vous voyez que ça remonte à loin. Et les grandes puissances maritimes l'en commandaient aussi, par exemple, pour le ravitaillement sur les bateaux de leur flotte, parce que finalement, ça se conservait, ça se transportait relativement bien, c'était le produit et son emballage, et sur un bateau, ça pouvait se garder longtemps. Et ces fromages étaient chers.
vraiment cher. L'historien François de Capitani, dans son livre Soupe et citron, indique qu'à l'époque, une livre de ces fromages type gruyère coûtait le double d'une livre de viande, voire plus. Donc on était vraiment déjà dans un produit de luxe. Et donc les paysans des montagnes, ils ne pouvaient pas se nourrir de ces fromages qui pourtant ils fabriquaient eux-mêmes. Et ils devaient se contenter de ces seconds fromages ou de ces sous-produits fromagers à base de petits laits comme le sérac. Et comme ces fromages ne se conservent pas très bien, puisqu'on disait que ce sont des fromages frais, et ben souvent ils n'étaient pas de très bonne qualité. Et donc ben voilà, on mangeait ce qu'il y avait. D'où une réputation pas très glorieuse. Et puis, ben, au cours du 19e siècle, avec l'essor de la production des fromages nobles, dont on vient de parler, on commence à construire des fromageries en plaine, parce qu'avant c'était vraiment des activités de montagne. Et alors là, la production du petit lait devient encore plus considérable. Et on ne sait plus quoi faire avec toutes ces quantités astronomiques. Et là, le petit lait devient véritablement un déchet. C'est-à-dire qu'il y en a tellement, quoi en faire. Et c'est là qu'on va commencer à s'en servir pour nourrir les cochons. Et du coup, c'est au cours du 19e siècle, ce qu'on ignore parfois, que finalement, la production de viande de porc va augmenter pour supplanter la viande de veau. Parce qu'avant, c'était le veau qu'on consommait principalement comme viande, ce qu'on a du mal à croire aujourd'hui, mais oui. Et donc là, en fait, parallèlement à cette économie fromagère qui se développe, eh ben l'élevage de porc et la consommation de viande de porc va aller de concert, en fait. Et du fait que le petit lait était donné aux cochons, eh ben, là encore, la réputation du sérac en prend un coup, parce que ce qu'on donne aux cochons, ben, se dire qu'on s'en sert aussi pour une production humaine, c'est jamais très, très positif. Pourtant, le petit lait, il n'a pas toujours eu cette mauvaise réputation, il n'a pas toujours eu aussi mauvaise presse, parce que dans l'Antiquité, il était considéré comme un remède et il était très apprécié. Le médecin grec Hippocrate s'en servait par exemple pour soigner la goutte ou pour soigner les maladies du foie. Les Romains l'appréciaient pour la digestion parce qu'il a un petit côté un peu laxatif et puis aussi pour les soins de la peau. Et plus tard, à la Renaissance, le médecin suisse Paracels le préconisait aussi pour soigner toutes sortes d'infections. Et c'est vrai que le petit lait, c'est considéré comme une boisson qui est déjà légère, puisque le gras il est parti dans le fromage, donc peu calorique, très désaltérante. C'est très riche en protéines, ça contient de la vitamine B12, de nombreux minéraux comme le calcium, le magnésium, le phosphore, le potassium, le zinc, le fer, toutes sortes de propriétés qu'on retrouve dans le sérac. Et c'est en misant justement sur ces propriétés diététiques qu'en Suisse, on va créer les fameuses cures de petit lait. Parce que déjà à la fin du XVIIIe siècle, on commence alors que le tourisme commence à croître à très petits pas et s'adresse aux riches touristes d'Europe, eh ben, on recommande à ces riches touristes qui viennent dans les Alpes ou les Préalpes de venir se soigner en respirant l'air pur et en buvant du petit lait. Et ces cures, elles vont se développer tout au long du XIXe siècle, mais à la fin du 19e, début 20e, la médecine officielle va finalement déclarer le petit lait comme inefficace. Et là, tout d'un coup, cette pratique va disparaître. Mais c'était une sorte, d'activité annexe qui permettait aussi de valoriser ce petit lait. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, vous avez encore certains établissements qui proposent dans leur cure de bien-être, par exemple, des bains au petit lait. Si vous tapez bain au petit lait, vous avez Swiss Tourisme qui vous montre des gens qui ont l'air ravis dans une cuve en bois, en train de se baigner dans le petit lait. Et comme on dit que c'est excellent pour la peau, personnellement, je n'ai pas testé, mais enfin bon, voilà. Et c'est aussi dans le but d'écouler ces grandes quantités de petits laits produits donc en plaine
que le Rivella va être créé au milieu du XXe siècle, parce que là aussi, les créateurs de cette boisson vont d'abord surfer à nouveau sur ce côté un peu diététique. Hein. C'était quand même, enfin moi je me souviens que, je ne sais pas comment c'est vendu le Rivella aujourd'hui, mais il y avait un côté, c'est au petit lait, c'est bon pour la santé. Hein. Je sais que moi j'avais le droit de boire du Rivella, mais pas du Coca, donc il y avait cet aspect-là. Et c'était surtout une manière de valoriser aussi une matière première qui était très abondante et donc bon marché parce que c'était en fait un déchet. Et finalement, le Sérac, il a profité quand même de cet atout diététique avec son comeback en fait au début des années 2000, parce qu'effectivement, comme il est pauvre en matière grasse, comme il est riche en protéines, eh ben, il a acquis une réputation de fromage sain et de fromage light auprès des personnes qui veulent faire attention à leur ligne. C'est-à-dire que le fromage, ça fait grossir, mais pas le Sérac. Donc, le Sérac lui-même a bénéficié quand même de cette image-là. Et aujourd'hui, on trouve du Sérac industriel tout au long de l'année, dans les grandes surfaces, et durant la saison d'été, dans les fromageries d'alpage, un tout autre produit qui s'appelle le Sérac d'alpage. Et là, les fromagers en produisent encore, ils le vendent en vente directe souvent aux randonneurs, qui l'apprécient beaucoup parce que c'est vrai que c'est à la fois léger, souvent assez frais et plein de protéines, donc c'est vraiment effectivement la nourriture idéale du sportif. Et comme effectivement les vaches ont consommé l'herbe des pâturages, et quand je dis l'herbe, c'est plutôt les multiples herbes des pâturages, parce que ces pâturages ont une biodiversité qui reste encore très riche, et ce fromage ensuite a un goût absolument exceptionnel et aussi des qualités nutritives supérieures. Ce qui me permet d'ailleurs de dire quelques mots ou d'insister un peu plus sur cette question de l'alpage. L'alpage a été, en décembre 2023, intégré par l'UNESCO dans le patrimoine immatériel mondial comme tradition vivante. Et là, effectivement, il y a un lien entre l'alimentation et la culture. L'alpage, c'est plus que simplement le fromage d'alpage, c'est tout plein de pratiques sociales, de savoir-faire, de savoir aussi, de fêtes. Et ça a été, et c'est une bonne chose, je pense, reconnu comme tradition vivante, c'est-à-dire que ça existe depuis le Moyen-Âge, et depuis le Moyen-Âge, entre mai et octobre, on fait monter les bêtes dans les alpages, ça leur permet de profiter d'une nourriture supplémentaire, et là-haut, les personnes qui s'occupent des troupeaux durant tout l'été peuvent aussi remettre à neuf ou entretenir ces constructions que sont les chalets d'alpage, qui sont souvent des constructions anciennes. Les bêtes, en paissant dans les pâturages, entretiennent le paysage, parce que sinon la forêt gagnerait. C'est ce qu'on appelle de l'élevage extensif, contrairement à l'élevage intensif. Et voilà, ça permet de créer des fromages aussi exceptionnels, mais vous avez autour de l'alpage aussi les costumes, les fêtes de l'Inalpe, de la Désalpes, donc toutes ces choses qui méritent véritablement d'être protégées. Et je peux vous dire qu'effectivement, je ne sais pas quels sont vous qui ne connaissez que le Sérac d'alpage, ceux qui le fabriquent disent que peut-être que quand toi, tu voudras manger du Sérac d'alpage dans 30 ou 40 ans, peut-être que tu auras beaucoup de mal à en trouver parce que c'est peut-être quelque chose qui risque quand même de disparaître. C'est une façon de produire qui demande énormément de travail, et avec les normes aujourd'hui autour de toutes les normes d'hygiène, etc., ça devient très difficile de garder cette tradition-là, qui pourtant au niveau gustatif aussi, alors là pour parler du fromage, est vraiment exceptionnelle. Donc voilà.
peut-être que juste avant de passer à la fin, c'est-à-dire au meilleur, la dégustation, je vous montre encore quelques photos. Comme je vous disais, j'étais à l'alpage, je crois que je vous l'ai déjà dit, j'étais à l'alpage pour aller chercher des fromages. Et j'ai fait quelques photos, comme ça vous verrez exactement d'où viennent les fromages que je vous ai présentés. On va ouvrir ça. Alors ça, c'est quand nous sommes arrivés, il était 10h moins le quart du matin. Les deux fromagères, parce qu'il s'agit de deux femmes, vous les verrez, elles avaient déjà fait les premiers fromages à pâte molle, et là, elles attaquaient, elles font de la raclette. Ça se passe à la fromagerie de l'alpage du col de la Croix. Il y a aussi une petite buvette, je vous recommande vraiment d'y aller, il y a des balades magnifiques. Donc on arrive là, elles mettent le lait à chauffer. Et donc moi, quand j'entre, je pensais que j'arrivais pour le Sérac. Elle a dit non, non, on est loin d'avoir fini. Donc elles ont commencé par la raclette, faire chauffer le lait. Et c'est 1h30 plus tard que, après avoir retiré le caillé, mis les fromages, elles ont rajouté du bois pour faire cette fois-ci vraiment chauffer, parce que ce que vous voyez dans l'image précédente, c'était du lait monté à 42 degrés. On ne monte pas plus haut pour la raclette qu'elles font, et c'est à peu près ce genre de température suivant les fromages, mais c'est des températures de cet ordre-là, c'est plus du lait qui est autour des 40 degrés. Là, ça doit monter à 92 degrés. Je peux vous dire que là-dedans, il faisait, vous disiez frais, mais en fait, on avait très, très, très chaud. Et elles étaient là depuis 6 h du matin. Et là, d'ailleurs, j'attire votre attention, vous avez 3 séracs qui sont en train d'être fumés. Alors, ce n'est pas ceux que vous allez manger, c'est ceux du lendemain. Voilà. Et ça, c'est l'Asie. Donc, c'est ce liquide dont je vous parlais. Quand le sérac il a été préparé, il prélève un peu d'Asie pour le laisser fermenter, pour qu'il s'acidifie, pour ensuite le mettre dans le petit lait pour le faire cailler. Et donc, là, il y a toujours cette Asie acide. Et là, vous voyez, maintenant, le petit lait s'est mis à bouillir. Enfin, il a atteint 92 degrés. Elle verse l'Asie dedans, auquel elle rajoute un tout petit peu d'acide acétique. Pendant ce temps, vous avez déjà les gobelets percés, enfin les gobelets, ils sont grands, qui attendent. Et puis, ça, voilà. Là, vous voyez, ça commence, enfin, je ne sais pas si on voit bien, mais ça commence à cailler au milieu. Il y a la mousse qui se fait un peu comme quand on fait bouillir du lait, à part que là, ça ne va pas monter. Et puis, voilà. Et là, elle commence par écumer. Donc, enlever la mousse du lait. Donc là, c'est juste la surface. Et en dessous, vous voyez apparaître le caillé. Là, regardez, elle descend, en fait, elle casse le caillé, mais de façon à ne pas l'enfoncer. Donc, elle le coupe et puis elle le ramasse, en fait. C'est la façon pour qu'il ne retombe pas au fond. Et ensuite, vous voyez, elle le met dans ses gobelets pour l'égouttage. Là, on les voit à nouveau faire. Et puis là, vous avez les séracs qui vont maintenant attendre 24 heures parce que ce matin, ces séracs sont en vente là-haut. Et là, ce sont nos séracs qui ont été faits. Et vous voyez, pour chaque sérac, il faut qu'il y ait une note. Ça fait partie aussi des contraintes de plus en plus difficiles. Carole, que vous voyez là, qui est l'alpagiste, et ça c'est Mariana, la fromagère, qui est roumaine, qui vient depuis plus de, je crois qu'elle a dit 25 ans, chaque été pour faire le fromage. C'est elle la fromagère, elle a appris avec les fromagers précédents et c'est elle qui est devenue la fromagère. Et Carole disait, maintenant
les contraintes administratives sont telles que pour chaque produit préparé, on doit les noter, les numéroter, etc. Parce qu'il faut une traçabilité pour tout. Et ça devient extrêmement pénible à faire parce que, ben, voilà, encore une fois, je vous dis, elle commence à 6 h du matin. On est sorti, le cahier était fini, là j'ai pris la photo, il est midi moins le quart, on voit derrière. C'était juste avant qu'elle fasse le sérac, donc on est sorti à 12h30. Et puis elles ont encore tout nettoyé. Et je peux vous dire que nettoyer une fromagerie, ça prend un temps fou. Donc il était 1h30, 2 h quand elles ont terminé. C'est un travail gigantesque, tous les jours. Parce que le lait, il y en a tous les jours, pendant toute la saison de l'alpage. Là, j'ai fait quelques photos. Alors ça, c'est un objet de décoration, mais il est encore utilisé aujourd'hui. Je vous parlais de tradition autour de l'alpage. Vous avez des ustensiles propres aux alpages, la cuillère à crème. Là, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, cette forme de passoire qu'elle utilise. C'est suspendu comme ça. Là, vous avez les fameux cochons, parce que tout l'Asie, qui sont quand même très bien placés. Hein. Là, ils ont une vue, je dois dire que c'est vraiment balcon avec vue. Et donc, tout l'Asie qui reste, il passe par un tuyau et il va jusqu'au cochon et ils s'en nourrissent. Et donc, à la fin de la saison, ben, voilà, ils sont bien gras, mais gras avec des produits extrêmement naturels. Hein. Ils n'ont pas été engraissés avec d'autres choses. Et quand je vous parlais de tradition, ben voilà, 1897, c'est la date de cette fromagerie. Donc, il y a aussi cet aspect culturel et du paysage construit propre à nos montagnes. Et je crois que c'est là-dessus que ça se termine. Oui, voilà, c'était la dernière. Voilà, mais je crois que maintenant le plus important, c'est surtout de goûter, après tout ce qu'on a entendu, et d'échanger si vous avez des questions, parce qu'on peut... cette fois-ci, je m'en prends, hein, parce que tout à l'heure, voilà. Vous savez quoi, je peux juste faire une photo, parce que c'est tellement joli. Et tout à l'heure, je me disais, mais mince alors... Hein? Désolée, hein, mais... Vous avez quand des même. questions? Quelqu'un a une question? Oui, on va en parler tout de suite. Vous avez de l'appétit? Ça tombe bien. Alors, il faisait chaud jusqu'à maintenant, mais apparemment, c'est en train de se rafraîchir. Et voilà. Alors, le sérac, comme Madame Brasseur l'a très bien expliqué, elle nous l'a apporté, elle est exprès allée à l'alpage pour nous l'apporter. Vous goûtez une première, un petit échantillon qui a été apprêté par nos animateurs culinaires, juste assaisonné de ciboulettes et d'un tout petit filet d'huile d'olive. De ciboulettes du jardin, s'il vous plaît. Hein. Oui, c'est le jardin de l'alimentarium. Hein. À l'alimentarium, on a un très beau potager urbain avec plus de 300 plantes qui poussent chaque année. Tout est comestible dans notre jardin, même les fleurs. Ensuite, on va vous servir la version fumée. Et puis finalement, un petit dessert en amuse-bouche pour lequel vous pouvez également vous essayer en cuisine parce qu'on met à votre disposition la recette. Alors justement, moi je vous propose qu'on parle un petit peu maintenant de la façon de le... Parce que là, vous le consommez à l'état brut. Mais comment manger ce sérac en fait? Comment vous le préparez? Comment vous le mangez, vous par exemple? Vous qui mangez du sérac d'alpage? Avec un petit peu de sel, de poivre et puis du pain. Ouais. Voilà, donc et avec la confiture aussi, c'est bon. Alors c'est ça, hein, voilà. C'est-à-dire que ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment un produit qui peut être utilisé à la fois comme salé ou sucré. D'ailleurs, vous allez voir là les petites préparations sucrées, c'est super bon. C'est vrai qu'on peut le mélanger avec de la confiture, des fruits, qu'il peut se manger. J'ai une amie qui, elle, l'adore avec du vinaigre balsamique et des figues. Vous pouvez le découper et puis le manger avec des tomates, un peu comme une mozzarella, avec de l'huile d'olive, hein, même si ça n'a rien à voir avec la mozzarella, on est d'accord. Je dirais que toutes les recettes où on utilise de la ricotta, on peut utiliser du sérac. Il suffit de l'assouplir un peu avec du lait ou de la crème. On peut l'utiliser dans des tartes à la fois sucrées ou salées. On peut le consommer vraiment pur. Samedi dernier au marché,
J'étais devant une fromagère et puis il y avait un monsieur à côté de moi qui commandait. Je lui dis, ah bah vous, parce que je demandais à tout le monde, hein, vous le prenez comment votre sérac? Il m'a dit, mais alors, pur, c'est mon repas de midi. Tous les midis, l'été, il mange son sérac pur. Voilà. Donc, et je lui dis, mais vous mettez même pas un petit peu d'huile d'olive? Il me dit, mais c'est dommage, ce serait dommage. Donc voilà, c'est au goût de chacun. Oui, je vous ai... Je viens de goûter le fumé, il est vraiment très bon. Sinon, une question, le sérac du commerce industriel, le goût est vraiment très différent de celui de l'alpage ou pas? Alors, c'est un peu comme un fromage d'alpage et un fromage de laiterie. On est d'accord. C'est là, en fait, dans ce que vous voyez, vous avez quoi? Vous avez les pâturages. Quand vous vous promenez, j'aurais pu faire des photos, il y a une multitude de plantes. Encore une fois, vous avez des plantes aromatiques, vous avez ça forcément, ça a un goût, ça a un effet sur le lait et aussi sur sa qualité nutritive. Donc on est déjà, à ce moment-là, là il y a déjà quelque chose. Là vous goûtez le fumé, mais je dirais même celui qui n'est pas fumé, et c'est pareil pour le fromage qui est fabriqué. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui luttent pour faire du fromage au feu de bois? Ce que vous ne trouvez plus du tout en plaine. Hein, ça, c'est vraiment... Pourquoi? Mais parce que le feu de bois apporte un léger parfum de fumée qui n'est pas celui où on le pose vraiment, mais qui apporte un goût. Donc on peut dire effectivement ce sont des choses assez subtiles, mais là, et Mariana et Carole, elles me disaient, mais il change de goût presque chaque jour, parce qu'en fonction du lait, en fonction de la météo, en fait, c'est comme le fromage au lait cru, c'est des aliments vivants, ce que les aliments industriels ne sont pas. Voilà. Voilà. Donc après, je ne dis pas que c'est des mauvais produits, pas du tout, je pense qu'ils ont des qualités, mais au niveau gustatif, franchement, il faut faire le test. Il faut faire le test la prochaine fois. Et moi, j'adore faire des comparaisons. Je trouve que c'est un truc qui permet de s'ouvrir les papilles. C'est vraiment une source de joie. Essayez. Je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Ouais. Voilà, alors voilà, ouais, vous êtes les randonnées. Voilà, ouais. Il y a le souvenir de la randonnée qui reste aussi avec vous. Exactement. En plus, alors quand c'est avec le paysage, c'est juste génial. Ouais, tout à fait. Mmh. On mange le paysage alors. On mange le paysage, ouais. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci. Moi aussi, je vais le goûter. L'aventure gustative continue puisqu'en cuisine, on vous propose à 4h30 une animation sur une autre tradition fromagère, les Malakoff. Alors à tout à l'heure.